Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en cette fin de semaine pour le NAS Sport Show pour vous donner toute l'actualité sportive de la région Nouvelle-Aquitaine du week-end. Et il y a beaucoup d'actu rugby puisque vous le savez, il y a le coup d'envoi ce week-end du tournoi Destination. On va parler des Noah-Aquitains appelés avec les Bleus, on va parler du top 14, on va parler Pro D2 également. Il y aura un entretien avec une pilote de rallycross et puis il y aura une interview de Saïd Njimi, le président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, qui était en visite hier du côté de la Charente-Maritime pour parler de l'implantation de nouveaux terrains synthétiques. Le Nasport Show, c'est parti et ça démarre avec le rugby. Et pour parler rugby, évidemment, vous en avez l'habitude, tous les vendredis, il y a notre consultant qui est avec nous. C'est le joueur du club de Niort, mais également l'entraîneur de Villeneuve-les-Salines dans l'agglomération de La Rochelle. C'est Florian Bougerolles qui m'accompagne. Salut Flo. Salut Benji. Flo qui n'a rien fait de l'année puisqu'il a été blessé et il est déjà au repos. Ouais, c'est ça exactement. 2 matchs et puis un petit week-end de repos. Ça fait pas de mal. C'est beau la vie de rugbyman quand même. C'est vrai, c'est vrai. C'est dommage que je ne sois pas passé par la case muscu parce que j'aurais pu être rugbyman avec Flo et être en repos ce week-end. Pas totalement repos puisque avec Villeneuve-les-Salines, vous allez jouer le club de l'agglomération rochelaise ce week-end face à Pont, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Ouais, c'est pas tout à fait des week-ends de repos, non, comme tu le dis, parce que quand il y a pas match d'un côté, il y a match de l'autre. Donc du coup, c'est toujours les week-ends sur les terrains. Évidemment, pas un week-end de repos pour Florian, puisqu'en tant que consultant, il y a beaucoup de choses à observer ce week-end. Il y a un énorme programme. C'est un week-end de doublons, on l'a dit, un week-end de doublons en raison du coup d'envoi du tournoi Destination. Et on a hâte d'y être, Florian, parce qu'on est tenant du titre et on reste sur un grand chelem. Donc là, on a envie de croquer encore. Ouais, on a envie de croquer, ouais, ça c'est sûr qu'on a hâte que ce tournoi commence. En ayant vu le tournoi, donc ouais, comme tu dis, l'année dernière et puis la tournée qui s'est passée, c'est vrai qu'avec cette équipe de France qui est extraordinaire et des joueurs, au potentiel à tous les postes, on a hâte d'y être, ouais. Vivement dimanche. Vivement dimanche, comme dirait notre ami Michel Drucker. Et évidemment, vous l'avez vu en infographie grâce à notre réalisateur Paul Maison-Regnault. Ça démarre du côté de l'Italie. Ça démarre à 16 h dimanche face à la Squadra Azzurra au Stadio Olimpico de Rome. Du côté des Néo-Aquitains, deux Rochelais, Winnie Antonio, Greg Aldrit titulaire, un Bordolo-Béglé, c'est Yoram Moefana. Il y avait d'ailleurs une interview aujourd'hui dans l'édition du vendredi de nos confrères du Midi Olympique de Greg Aldrit. Greg Aldrit qui s'est largement confié, une interview intéressante. Il le dit, hein, je sens l'excitation monter au fil des jours pour clôturer cette préparation et entrer dans la compétition. L'équipe a eu la chance d'avoir le trophée avec elle en début de semaine. Le fait de revoir la coupe nous a vraiment fait basculer dans ce tournoi. Ça nous a remis un coup de boost quand on est de tenant du titre, qu'on voit la coupe. Forcément, tout de suite, ça nous replonge dans les bons souvenirs et ça nous rappelle qu'il va falloir se retrousser les manches pour garder le trophée à la maison. Ouais, c'est sûr, ouais, il va falloir, vite se basculer sur ce premier match parce que comme on le disait tout à l'heure que, un premier match, en Italie, c'est toujours pas facile d'ouvrir ce 6 nations en Italie. Et puis, aussi, il va y avoir une grande partie à faire comme tout le temps, mais on a vraiment un gros pack devant, avec, Winnie Antonio, Cyril Bay, Marchand. On a des joueurs comme ça qui sont très dynamiques. Donc, oui, comme on le dit depuis tout le début, ça va passer par une grosse conquête et une grosse défense et la discipline en Italie. Ouais, Italie, adversaire pas forcément évident, hein. Une équipe qui progresse chaque année avec des joueurs de talent, on va y revenir, mais on parle souvent d'un tremplin avant la Coupe du Monde, puisqu'il y a la Coupe du Monde en France en 2023. On parle souvent d'un tournoi presque de préparation. C'est pas du tout l'avis de Grégory Aldrit, hein, qui le disait dans le middle. Il disait c'est pas du tout une préparation à la Coupe du Monde. J'ai bien aimé ce que Fabien Galtier nous a dit. Fabien Galtier, le coach, qui a déclaré: le trophée, on l'a rendu à l'institution. On n'attaque pas le tournoi pour défendre un titre, mais on doit tout faire pour aller en chercher un. C'est vrai que l'état d'esprit n'est pas du tout à la Coupe du Monde, hein. Les étapes les unes après les autres, Florian. Ouais, ouais, Fabien Galtier, il a tout à fait raison, hein. Il faut pas griller les étapes, il faut, voilà, prendre, les compétitions les unes après les autres, hein, comme ils ont pris, la tournée. Là, ils prennent les 6 nations et après ils verront la coupe du monde. Mais c'est sûr que quand, voilà, le trophée, tu l'as gagné une fois, que tu l'as vu en début de semaine comme, l'a dit Grégory, ouais, il y a un moment où tu as envie de le reprendre ce trophée et de le garder à la maison, ça c'est sûr, ça doit être quand même dans un coin de leur tête.
que bon, un trophée, c'est toujours bien de l'avoir chez soi que de l'avoir chez les autres. Ouais, ça c'est clair, hein. Et le statut de favori, chez les bookmakers notamment, il faut mieux être, favori que, eh bien, être donné, perdant et pourquoi pas favori pour la cuillère de bois parce que Greg Aldrit le dit, ce statut, on est allé le chercher. On avait attaqué l'an dernier le tournoi en ayant battu les Blacks. On était, déjà favori. Tout le monde s'est donné beaucoup de mal pour que la France ait ce statut. Il y a 4 ans, on en était très loin. Après, il y en a qui diront qu'on est archi favori, d'autres que c'est l'Irlande. À la limite, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est assumer. Et pour ça, on travaille dur. Tout est dit. Tout est dit exactement, tout est dit, dans cette phrase, c'est sûr que voilà, c'est toujours du travail et que ce soit, sur Destination, que ce soit en top 14, que ce soit partout, hein, même dans les petits clubs, des choses comme ça. C'est toujours le travail, ça passe par le travail. Sans le travail, bah, tu pas à ton objectif, hein, si tu travailles pas plus que les autres ou, si tu mets pas d'exigence dans tout ce que tu veux faire, voilà, l'objectif, il est je pense que et c'est même sûr, il est clair pour eux, c'est de retrouver cette coupe. Donc ils ont dû passer, de 15 jours, 3 semaines tous ensemble à bien travailler et puis là, bah, voilà, le moment l'a dit, l'excitation est en train de monter parce que, bah, dimanche, c'est l'ouverture et puis feu, quoi. Ils doivent forcément être en forme, nos Bleus, puisqu'ils se sont préparés en Nouvelle-Aquitaine. Florian, ils ont respiré le bon air de notre région. Vous allez le voir en photo. La photo, la voilà. C'est du côté de Cap-Breton, dans les Landes. En plus, ils ont eu la chance d'avoir le retour du beau temps. On en rigole, Florian, mais quitter le cocon de Marcoussis, aller un petit peu en région, respirer l'air de la mer, rigoler, jouer aux cartes, se balancer du sable, faire un peu les andouilles, etc. Respirer l'air de la mer, ça fait du bien et ça va permettre d'attaquer Six Nations aussi avec de la fraîcheur. Ouais, c'est sûr que ça fait du bien, hein, de sortir un peu du contexte de Marcoussis, les choses comme ça. Je sais que voilà, hein, ça fait toujours, c'est comme, voilà, à Niort, par exemple, nous, cette semaine, on est sorti un peu de l'enceinte d'Espinassou, on a été, dans une chèvrerie, mais voilà, c'est pas Cap-Breton, mais bon, c'est pareil. Voilà, faire, autre chose, et puis sortir du contexte de Marcoussis, mais être quand même dans l'univers du rugby. C'est sûr que c'est bien pour les joueurs parce que ça leur permet de voir autre chose, de voir, différentes personnes autour d'eux. Donc je pense que ouais, ouais, ils ont dû prendre, pas mal de plaisir, dans ces semaines qu'ils ont fait au Cap-Breton, ça c'est sûr aussi. Vous avez laissé les chefs tranquilles, j'espère. Ouais, Benji, on les a laissés tranquilles, ouais. Tu me disais en off d'ailleurs que la chèvrerie, c'était les chamois niortais. Il y Non, avait beaucoup de chèvres, non, tu non, m'as je dit. me je me permettrai pas Benji, je me permettrai pas. On plaisante évidemment et on espère que les Chamois vont se maintenir en Ligue 2. Fabien Galtier donc, et son staff qui avait choisi Cap-Breton. En plus, on aime bien voir ce genre d'image parce que souvent, malheureusement, dans l'histoire du sport, quand on va à Cap-Breton, c'est parfois parce qu'on revient d'une grosse blessure et qu'on récupère. Là, non, c'était vraiment, on le voit sur les images pour faire la photo de groupe là sur le sable. C'était un stage de préparation. C'était pas pour eh bien, se remettre d'une grave blessure. Et on peut de temps en temps aller à Cap-Breton aussi pour préparer des matchs. Ouais, exactement, non, ça puis ce qui est bien, c'est que cette photo, voilà, ils l'ont fait, avec, les 42, ils l'ont pas fait qu'avec, les 28 qui allaient rester, ils l'ont fait vraiment avec tout le monde donc voilà, ça prouve aussi que le groupe vit bien, que voilà, il y a il y a tout ce staff, tout ce monde autour d'eux et puis, ils ont plus qu'à mettre le bleu de chauffe pour dimanche. On vous rappelle en infographie le calendrier de cette édition 2023 du Six Nations, avec évidemment le premier match au Stadio Olimpico dimanche 16h Italie-France. Dans le même temps, ce week-end, il y aura Pays de Galles, Irlande et Angleterre, Écosse. Après, lors de la deuxième journée, la France ira en Irlande. Ça sera sûrement un tournant, hein, Florian, ce déplacement en Irlande dès la deuxième journée, parce que l'Irlande est co-favorite avec les Bleus, France-Écosse, et puis Angleterre-France et France-Pays de Galles. Se déplacer là en terre irlandaise et en terre anglaise, ça va être les deux chocs que l'on a hâte de voir. Exactement, je regardais, oui, le calendrier, tu as tout à fait raison que ça va être, voilà, dès la deuxième journée, déjà, ils seront, même si, voilà, hein, ils prennent les matchs les uns après les autres, hein, comme, Greg l'a dit, mais, voilà, je pense que dès déjà la deuxième journée, on saura où on met les pieds, où on va regarder, vers le haut ou, voilà, au milieu du classement. Mais c'est sûr que, ouais, en Irlande dès la deuxième journée et puis, en Angleterre, voilà, c'est, un tournoi qui va pas être si facile que ça parce que on reçoit 2 fois, on se déplace 3 fois et on se déplace, chez des gros morceaux quand même donc ouais, ça c'est sûr.
Ça va être déjà dès la deuxième journée un match presque décisif. Avant cela, il y a évidemment la première marche à ne pas rater, puisque c'est toujours un match piège hein, de jouer l'Italie à Rome en levée de rideau. Il y a des joueurs talentueux, on pense à Ange Capozzo notamment, qui est en train de briller en ce moment au top 14. Quand on regarde la compo probable de l'Italie, il y a du matos quand même, donc méfiance. On n'y va pas non plus trop confiant, Flo. Non, 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 faut pas y aller confiant, ça c'est sûr, parce que comme, je l'ai dit tout à l'heure, c'est, l'Italie, ils ouvrent le tournoi, contre la France. Eux, bah, ça fait des années où, bah, c'est dur, c'est compliqué, et puis quand ils ouvrent le tournoi en Italie, avec, ce stade rempli, voilà, je pense que les Français savent aussi, que, bah, comme on l'a dit, l'agressivité, la discipline, les choses comme ça, la défense ça va être, primordial pour aller s'imposer en Italie, ça c'est sûr. Et on le sait, c'est toujours plus difficile de les jouer en premier parce qu'ils ont un groupe un peu plus restreint que les autres nations. Donc en fin de tournoi, généralement, ils piochent un peu dans les réserves et ils prennent des fois des écarts assez conséquents au tableau d'affichage. Les jouer en premier quand ils sont plein badin, c'est toujours plus dur. C'est toujours plus dur et puis, même si dans les périodes un peu comme, tu le dis, sur les périodes, des fins de tournoi sont un peu compliquées, c'est toujours, une équipe qui toujours la première mi-temps, ils font une excellente première mi-temps. Parce que, bah, comme, tu le dis, hein, ils sont là dans l'agressivité, dans les choses comme ça. Alors après, ils piochent physiquement, ça c'est sûr, mais cette première mi-temps, je pense qu'elle va être, très importante du côté de nos Français. S'ils arrivent dès la première mi-temps à leur mettre des séquences de jeu, à voilà, leur mettre, s'ils ont des occasions, les mettre directement au fond et pas, voilà, attendre, l'occasion où il y a personne en face de nous pour la mettre au fond. Je pense que, ouais, les Italiens vont pêcher, mais sinon, ouais, ça va être une grosse partie, un bon match. Dimanche 16h, Stadio Olimpico à Rome, Italie-France, l'entrée en lice des Bleus dans ce tournoi des 6 nations. Et puis notre coup de cœur, on va le dire, puisqu'on parle des sportifs néo-aquitains, le coup de cœur, c'est Winnie Antonio. Les médias n'en parlent pas toujours, les médias parlent souvent d'Antoine Dupont, de Greg Aldrit, des stars de cette équipe. Mais alors, franchement, quelle carrière pour Winnie, là, qui va être encore titulaire, qui va encore disputer une compétition majeure et je suis sûr qu'il va encore tout donner. Et franchement, gros coup de cœur pour Winnie. Ouais, bah, de toute façon, Winnie, oui, Winnie, c'est sûr que c'est un joueur, c'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur, qui est bon en mêlée fermée, c'est un joueur qui a du ballon, c'est un joueur qui lit la défense. Oui, oui, c'est un joueur qui est capable de faire 40 minutes comme il en est capable d'en faire 60. Enfin voilà, pour moi, c'est un joueur qu'on peut pas se passer en équipe de France comme on peut pas se passer en club, on le voit, hein, mais c'est un joueur qui est je pense que c'est pareil que quand il coche, on en discutait, quand il coche des joueurs sur, la feuille de match, ils doivent en cocher quelques-uns, mais lui aussi, il en fait partie à droite, ça c'est sûr. Et C'est puis, l'assurance sous risque sans mêler fermée, même dans le jeu français. ouais, c'est ça. Et les Italiens ne sont pas forcément ravis de le voir sur la pelouse. Winnie Antonio qui fera partie donc de cette équipe de France favorite pour le tournoi Destination qui débute ce week-end. Winnie Antonio passé par la Pro D2, comme beaucoup de joueurs d'ailleurs du 15 de France. On va l'évoquer, cette Pro D2. Florian, ça a commencé hier soir. Victoire de Rouen 17-13 face à Oyonnax. On vous donne le programme complet avec notre réalisateur Paul Maison Regnault. Donc victoire 17-13 pour Rouen hier soir face à Oyonnax. En ce moment même, il y a Biarritz face à Vannes. Il y a Soyons-Angoulême en déplacement à Béziers. Un petit mot pour Soyons-Angoulême. On l'a vu cette semaine, du renfort dans le staff, puisqu'il y a l'arrivée de Fabrice Landreau en tant que consultant. Ça fait des personnes expérimentées pour tenter de sauver le SA15, parce que quand on a un binôme Vincent Etcheto, Fabrice Landreau, logiquement, on est paré quand même. Ouais, bien sûr, ouais, ouais. Sur, voilà, Fabrice Sandro qui était à l'Union Cognac-Saint-Jean, je pense que ça s'est terminé, voilà, comme ça peut-être de pas se terminer, mais je pense que, voilà, lui aussi a appris, de ses erreurs, hein, comme, on le disait, la la semaine dernière sur, Patrice Colazo, des entraîneurs comme ça, donc il a appris de ses erreurs, mais c'est sûr que, voilà, Angoulême essaye de mettre toutes les chances de son côté pour se sauver avec, des entraîneurs expérimentés qui sont passés par de bons niveaux, donc ouais, je pense qu'il va faire du bien sur sa façon et d'emmener, voilà, cette petite expérience aussi que lui, il a vécu à Grenoble, au Stade Français, à Vincent Etcheto. Et puis l'avantage pour les troisièmes mi-temps, c'est qu'il pourra fournir le whisky, puisqu'on le rappelle, c'est à consommer avec modération, mais il s'est aussi reconverti
dans les liqueurs, Fabrice Landreau, donc ça peut être une possibilité pour la troisième mi-temps. 19h30, il y a un match qui a commencé là aussi, c'est Stade Montois face à Provence Rugby. Et puis à 21h ce soir, là dans quelques minutes, gros match avec Grenoble face à Agen. Grenoble 6e qui reçoit au Stade des Alpes Agen qui est 3e. Alors attention pour Agen parce qu'il y a eu un gros turnover mis en place par Bernard Gouta et son staff. Il y a 14 joueurs qui sortent du 15 de départ. Il y a de nombreux cadres qui sont mis au repos comme Riley Voué, Echeverry, Butin, Takouloa, Ramoka, Devergy, Herbani, Lombard-Buré. Des éléments aussi qui sont soit relancés, soit de retour de blessure comme Sloan, comme Bonnet, comme Jefferson Lee Joseph, et puis Elton Jantjies, hein, l'ouvreur international sud-africain qui sera là, tout comme la grande première de Romain Darchen qui apparemment est très prometteur et qui va faire sa première feuille de match chez les pros. Dans ces conditions, aller gagner au Stade des Alpes ou faire un résultat au Stade des Alpes quand on change quasiment l'équipe en intégralité, ça va être quand même compliqué pour le SUA. Oui, ça va être compliqué. Après, je l'ai évoqué aussi, mais c'est vrai que voilà, quand on regardait, je compare un peu, mais quand on discutait la semaine dernière des brivistes où on disait peut-être qu'ils vont faire tourner, peut-être que et en fait, on a toujours des joueurs qui ont pas beaucoup de temps de jeu. Là, c'est la façon de se montrer. Alors oui, hein, bien sûr, hein, c'est pas la meilleure des façons parce que tu vas au Stade des Alpes, pardon, tu, joues contre Grenoble, mais voilà, c'est toujours les façons de se relancer, de se faire voir aussi que voilà, le staff, bah, peut-être que le staff se sont trompés sur certaines choses, peut-être que voilà, du coup, ça va remettre, les pendules à l'heure sur certains postes. Donc, ouais, ça va être un match compliqué, mais je pense que les Agenais vont pas donner leur part aux chiens et vont faire une grosse partie, ouais. 19e journée de Pro D2 ce soir, 21h. Donc, concernant la Nouvelle-Aquitaine, le SU Agen en déplacement à Grenoble. Et puis, évidemment, il y a le top 14. On l'a dit, c'est un week-end de doublon, la 17e journée qui débute demain avec le rappel des affiches. En tableau, vous le voyez, demain à 15h, il y aura la rencontre entre le Stade Toulousain et l'Aviron Bayonnais, Clermont face à Castres, Brive face à Perpignan, 17h samedi, Pau face au Racing 92. Le Stade Rochelet joue également à 17h demain face au Loup Rugby. Il y aura à 21h05 Montpellier face à Toulon. Et puis dimanche 21h05 le match décalé qui verra le déplacement de l'Union Bordeaux-Bègles sur la pelouse du Stade français Paris. Un petit coup d'œil au classement pour vous le remettre en tête avant d'aborder les matchs chacun de leur côté. En tête du classement, on retrouve le Stade toulousain qui a 54 points. Deuxième, le Stade français, 46 points. Troisième, le Stade Rochelet, 42, à égalité de points avec le Racing 92. Et puis dans le bas de tableau, 13e Brive, 14e Perpignan. Le match de 15h demain, c'est le déplacement de l'Aviron Bayonnais qui est 5e sur la pelouse du Stade Toulousain, le leader. Il y a peut-être un coup à faire pour Bayonne, on va voir ça avec Flo, puisqu'il y a l'absence des internationaux. Malgré tout, Grégory Pata, il était en conférence de presse, il a déclaré on y va sans pression, mais il va falloir quand même qu'on s'en mette une, parce que sinon on va prendre cher. Oui, il a tout à fait raison. Tout ça, c'est pareil, hein, tout a été dit dans sa conférence de presse. C'est sûr que voilà, eux, ils ont pas de pression, voilà, ils sont 5e, c'était un prétendant, au maintien. Je pense que là, maintenant, je regardais, une conférence, aussi, de Grégory Pata, hier à la mi-temps du match, Rouen, Oyonnax où, ils essayaient de dire: «Bon Grégory, maintenant est-ce qu'on va pouvoir, parler, C'est compliqué, hein. des 6 premières places?» Alors Greg, il veut pas le dire, hein, il veut pas le dire, il avait le sourire, mais il dit: «On verra plus tard». Mais c'est vrai que là, voilà, il y a un coup à faire parce que le Toulousain leur manque des joueurs. Les Bayonnais, voilà, c'est une équipe qui est hyper en confiance, qui a des joueurs à haut potentiel partout, du 1 au 23, voilà, donc ouais, ça va être un bon match, ça va être un match engagé et eux, ils sont sans pression, mais je pense que naturellement la pression, elle va se mettre quand même parce que c'est toujours bon de se mesurer à ce qui se fait de mieux en top 14, hein. Ils sont premiers les Toulousains, donc oui, je pense que il y aura un peu de pression. Il est malin, Grégory Pata, il a de l'expérience aussi. Il le sait parce que là, il voit que ça s'enflamme un petit peu. On sait que ça part très vite à l'Aviron Bayonnais chez les supporters. Là, c'est guichet fermé tout le temps. D'ailleurs, le prochain match est quasiment à guichet fermé à plusieurs jours du rendez-vous. Donc, il sent que l'effervescence monte en terre basque. Il veut un peu calmer tout ça, mais lui-même, dans sa tête, le matin, quand il se rase, il se regarde dans la glace. Greg Pata, on le connaît. Il se dit, il y a le coup à faire quand même. Ouais, bien sûr, bah oui. Mais bien sûr, quand c'est comme ça, oui, voilà, les supporters s'enflamment. Lui, il est très humble, donc oui, c'est sûr que voilà, il veut pas non plus.
s'enflammer tout de suite parce qu'il reste des journées, ça peut aller très vite. Ce top 14, il est hyper serré. Donc voilà, il veut pas se dire, mais au bout d'un moment, voilà, hein, il va commencer à se dire: «Ah oui, quand même, bon, je vais pas dire aux médias jusqu'à la dernière journée qu'on sera pas dans les 6. Oui, bien sûr que maintenant on va regarder vers le haut et on regarde plus vers le bas, hein. Quand on est placé à la 5e place, c'est vers le haut et tout ce qui est derrière, ça nous intéresse pas, quoi». Et ils sont capables de le faire parce qu'ils l'ont fait il y a pas si longtemps que ça, d'aller gagner à Toulouse, de créer la surprise. En revanche, attention, on met un petit bémol avec Flo parce que quand on voit la composition, malgré l'absence des internationaux, la compo probable, il y a quand même du côté de Toulouse, c'est impressionnant de voir ce réservoir. Il y a Netty, il y a Aldeguerri, il y a Arnold évidemment, il y a Kroos, il y a Rouma, il y a Tolofua, il y a Malia, il y a Guitoun, il y a Lebel, il y a Aki. Il y a Chocobarès, il y a Barassi, ça reste quand même une équipe, quoi qu'il arrive, même si c'est l'équipe B, entre guillemets, c'est une équipe qui pourrait viser les 6 premières places largement en top 14. Beh, ça c'est sûr et puis après, comme tu le dis, je sais même pas si, tu vois, le Stade Toulousain, se dit: «On met une équipe B ou on met une équipe», parce que comme tu le dis tout à l'heure, c'est une équipe qui a tellement de talent à tous les postes, de grands joueurs, enfin voilà, hein, quand tu as pas Cyril Ball et tu as Netty à gauche, quand tu as pas f enfin, tu c'est une équipe qui est impressionnante dans tous les postes et c'est une équipe qui doit travailler aussi, qui travaille, sereinement, qui est première. Tu as les internationaux, pardon, partout donc c'est sûr que voilà, Hugo Mola doit pouvoir travailler, dans la rigolade, des périodes de rigolade, des périodes de mais oui, c'est sûr que c'est une grande équipe. Et ça montre aussi le potentiel du 15 de France, parce que quand on voit qu'il y a Lebel, Guitoun, Rouma ou encore Aldeguerri, François Cros à la disposition d'Hugo Mola, ça veut dire qu'ils ne sont pas avec Fabien Galtier, ça veut dire que l'équipe de France est exceptionnelle. Donc ça c'est bien aussi. C'est clair, ouais, non, c'est bien aussi, oui. Brive face à Perpignan. Alors là, c'est le match de la peur. C'est à 17h samedi, match de la peur parce que c'est le 13e contre le 14e. Malheur aux vaincus. Brive qui peut faire une grosse opération parce qu'ils peuvent mettre les Catalans à 7 longueurs au classement. Faut pas laisser passer cette occasion, mais en face, ils se disent la même chose. Les Perpignanais, ils se disent qu'ils peuvent se relancer totalement. Ils sont lanterne rouge, mais ils peuvent passer devant leur adversaire. Et puis ces derniers temps, ils ont montré de la combativité, montré du talent, montré du courage. Donc ça va être un très 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 gros match. Ça va être un très gros match, oui, surtout que aussi les brivistes, se sont qualifiés pour la Challenge Cup. Voilà, hein, c'était pas fait, mais ils ont été se la chercher. Depuis l'arrivée de Patrice Colazo, on voit qu'ils sont en train de monter vraiment en puissance. Donc ouais, ça va être un gros match. Après, les Perpignanais, ils sont en train aussi voilà, de faire une bonne, voilà, une bonne partie de saison. On voit qu'il y a des fois où, voilà, c'est un peu compliqué sur les fins de match, choses comme ça. Ils font toujours une super première mi-temps. Après, en fin de match, des fois, c'est compliqué Il pour faut qu'ils eux. finissent à 15 déjà. Voilà, exactement, parce qu'ils ont toujours un carton rouge, des fautes, bêtes, et je pense que, voilà, toute la semaine, ils ont dû parler de discipline. Quand tu es à l'extérieur, si tu pas discipliné, je pense que ça va être compliqué pour eux, ouais. Et à mon avis, Patrice Colazo, la discipline, il a dû appuyer dessus aussi. Donc l'arbitre va pas forcément avoir une rencontre très facile à mon Non, avis. exactement, il a dû appuyer sur la discipline et sur la conquête aussi, je pense. Ouais, je pense qu'au niveau de la conquête, là, ce ne sont pas des mots en l'air, ça va jouer là-dessus. Ouais, Demain, 17h, si vous aimez la conquête, regardez ce brief je vais Perpignan le regarder, moi. entre le 13e et le 14e. Florian Bougerolles sera devant le match sur le canapé. À 17h, il y aura aussi Pau face au Racing. Beau match là également, puisque Pau est 12e, le Racing est 4e. Pau qui fait du surplace hein, depuis 2 mois. Florian, ils sont un peu dos au mur. Là. Il y a victoire obligatoire ou presque au stade du Hameau face au Racing, puisqu'il y avait eu la série de 3 victoires consécutives. Et derrière, Pau est retombé dans ses travers. Il y a une seule victoire sur les 5 derniers matchs. C'est, victoire impérative, oui. Comme tu l'as dit, ils ont pas le choix, les Palois. Ils ont pas le choix. Après, ils tombent sur une équipe du Racing viennent de gagner le stade sur le stade à la 80e sur la Sirène. Donc c'est une équipe qui est en confiance aussi. Voilà, hein, quand tu gagnes le champion d'Europe, voilà, hein, on le disait sur les émissions précédentes, que quand tu gagnes le champion d'Europe, bah, tu es toujours une petite période de confiance. Donc ils sont en pleine confiance. Ont besoin de points aussi, le Racing, ils ont besoin de points aussi pour voilà, parce que tout se resserre derrière eux. Donc ouais, ça va être un gros match. Mais les Palois, c'est exactement, il y a des hauts, il y a des bas. Ils sont capables de faire des excellentes choses comme des choses, voilà, moyennes, mais ouais, ils ont pas trop le choix là, que la victoire, demain à 17h. Ça sent aussi la conquête et la discipline là, dans ce match. Je pense que c'est une journée de conquête et discipline dans tous les matchs, en fait, parce que
Même l'autre match, Clermont-Castres, c'est pareil, je pense que ça va être conquête et discipline, ouais. Ouais, là, ça risque d'être ça aussi. Donc 17h, c'est le multiplex de la conquête et de la discipline. Il en faudra aussi pour le Stade Rochelet, hein. D'ailleurs, dans le même temps, face à Lyon, Stade Rochelet 3e, Lyon 7e. On rappelle, Flo l'a dit, que le Stade Rochelet reste sur une défaite à Paris, enfin en région parisienne, 39-36 sur le terrain du Racing 92. Et le Loup va beaucoup mieux. Le Loup vient d'enchaîner pour la première fois depuis très longtemps 2 victoires consécutives. Donc il y a danger, hein. Ouais, il y a danger, oui, parce que voilà, c'est une équipe du Loup, le Loup sait que voilà, hein, il va manquer, quelques joueurs au stade, il y a quelques blessés, donc oui, c'est sûr qu'ils vont vouloir appuyer, là où ils peuvent, voilà, faire mal aussi, mais voilà, il faut se dire aussi que le stade a un très grand réservoir aussi, hein. C'est un peu comme le stade toulousain, il y a des joueurs, quand on voit, Sclavi, qui joue à gauche et qui a fait un super match quand même la semaine dernière au Racing. Voilà, on sait qu'il y a des joueurs de beau potentiel, à tous les postes aussi, donc je pense que ça va être un gros, gros match et les Lyonnais, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un peu le juste enfin, la balance, et Tuisova au centre, c'est impressionnant aussi, qu'il fait des très belles parties au centre, on le voit plus que quand il était à l'aile, donc ouais, ça va être un super match aussi. Ça va être un gros match et on sait que les Rochelais sont remontés comme des coucous parce qu'on a vu le capitaine Romain Sazi très énervé cette semaine, surtout très déçu après la performance face au Racing. On sait que Romain Sazi, même si il a laissé le brassard à Grégory Aldrit cette saison, il va forcément élever la voix et rappeler les fondamentaux tout au long de la semaine. Il y a Tawera Kerbarlo dans le middle qui a déclaré on est très déçu de notre performance face au Racing. On doit leur dire chapeau, mais l'opportunité était devant nous, on ne l'a pas saisie. On doit savoir mettre le pied sur l'accélérateur. On ne le fait pas pour le moment, mais je pense que ça va venir. C'est une mentalité à prendre. La Rochelle est bien placée dans les deux compétitions. Si on peut montrer notre instinct de tueur en plus, ça va bien nous aider. C'est vrai que ça manque un peu par rapport à la saison dernière, l'instinct de tueur dont parle Carbarlo. Ouais, ça manque un petit peu, ça c'est sûr, hein. Ils ont eu quelques occasions où, voilà et ils arrivent toujours à casser cette ligne défensive, ce premier rideau et après voilà sur les soutiens ou, le manque de convergence, voilà quand un joueur perce donc, oui, il va falloir qu'il soit plus sûr parce que plus on va arriver dans les compétitions un peu, voilà serrées, que ce soit en top 14 ou en Champions Cup, plus il va falloir voilà, dès qu'il va y avoir une occasion, il va falloir la mettre au fond parce qu'il y en aura pas 50 quoi donc, il a tout à fait raison, ouais. L'instinct de tueur pour chasser le loup, c'est ce qu'il faut de toute façon. Ça sera un match très important pour le stade Rochelet. Là aussi, il y aura une grosse ambiance à Deux Flandres. On le sait, les supporters seront encore une fois au rendez-vous. Là aussi, hein, on voit, on va parler de Bordeaux-Bègles dans un instant, mais c'est vrai qu'on voit un championnat très attractif. On voit des stades un peu partout à guichet fermé. À La Rochelle, on en parle tout le temps, mais à Bayonne aussi. On voit que Pau, il y a une grosse ambiance. On voit Brive aussi, forcément, les résultats reviennent. Du coup, l'ambiance revient. On a un championnat séduisant hein, aussi en tribune. Florian, on salue tous les supporters parce qu'ils nous mettent le feu à chaque week-end. Ouais, c'est un championnat, voilà, où aussi, bah, il y a des joueurs de super talent, où, bah, le public, voilà, je pense que le public prend du plaisir, que ça soit à Perpignan ou que ça soit au Stade Toulousain, tous les week-ends. Voilà, il y a du beau jeu partout. C'est vrai que, voilà, devant la télé, voilà, il y a peut-être des matchs qui sont un peu plus, voilà, fermés que d'autres, mais quand on regarde la semaine dernière, même si le Stade perd au Racing, c'est un match où, il y a 36 points de chaque côté, 36 et 38, hein, c'est ça Benji? 39-36, ouais. Voilà, c'est ça, donc c'est pratiquement 80 points dans un match, donc oui, il y a du spectacle, il y a de beaux jeux, donc ouais, ouais, c'est normal que le public soit au rendez-vous, hein, ouais. Et après une période marquée par le Covid et les matchs à huis clos, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien, exactement, ça fait du bien, comme dirait notre ami Urios, de sentir l'odeur des merguez. Exactement. Enfin, faut pas passer derrière lui parce que sinon on sent plus trop l'odeur, hein. On sent l'odeur de, il y a plus rien, de la rupture de stock. Stade Français contre l'Union Bordeaux-Bègles dimanche à 21h05, c'est le match décalé et là aussi ça va être un match avec de la conquête pour les Bordelais et de la discipline parce que Bordeaux a été sérieusement contrecarré face à Castres la semaine dernière. Bordeaux qui va jouer la meilleure conquête du top 14. Donc là, s'il n'y a pas conquête pour les Bordelais, il y a défaite. Oui, oui, c'est clair, il y a des fêtes aussi, puis on voit aussi que le Stade français, là où ils sont un peu embêtés, le Stade français, c'est exactement comme tu l'as dit à l'instant, hein, c'est que quand ils sont un peu embêtés sur leur conquête. Dès qu'ils sont embêtés en touche, dès qu'ils sont un peu embêtés en mêlée, tout de Ça suite arrive rarement cette saison, mais ouais, mais tout de suite, ils sont un peu en difficulté. Il y a certains matchs où ils ont été, voilà, il y a des périodes, de 20-30 minutes où ils étaient un peu bousculés sur leur conquête et où ils ont été, voilà, en difficulté. Alors, oui,
les Béglés, voilà, la conquête, la discipline, mais bon, je pense qu'il y aura pas que ça aussi parce que s'ils ferment le jeu que sur ça, voilà, ça risque d'être compliqué. Il va falloir jouer et ne pas avoir peur d'envoyer des envolées de droite à gauche, quoi. Et là aussi, il y aura évidemment 2 équipes, un peu chamboulées avec, les absences des internationaux. Jefferson Poirot était en conférence de presse, d'avant-match, le capitaine de cette équipe, bordelos-béglaise. Il a déclaré: «Ça va être la même chanson que contre Castres. Après, nous, on aura une semaine de plus dans les jambes. On sait que Paris a une très grosse mêlée, une très grosse touche, donc on se prépare en conséquence». L'avantage quand on vient de jouer Castres, c'est qu'a priori, on est sur la même musique. Ouais, on est prêt, ouais. Quand on a joué les Castrés, ouais, on est prêt, ouais. Ils se sont fait un peu bousculer, en conquête la semaine dernière contre les Castrés. Voilà, où ils ont retrouvé les Castrés, voilà, ils ont retrouvé un peu leur force, à domicile, sur la mêlée, les jeux à une passe, des choses comme ça. Donc, ouais, ils se sont fait bousculer, donc je pense qu'ils vont vouloir se racheter aussi, les Béglés. Puis il y a une bonne occasion qui se présente devant eux, le Stade Français dimanche soir. Allez, on va vous rappeler, juste avant de laisser Florian préparer ce week-end de repos où il va être dans le canapé, notamment pour la rencontre entre Brive et Perpignan. On va vous rappeler le programme complet de cette 17e journée de Top 14. Vous le voyez, le Stade Toulousain demain à 15h en ouverture face à l'Aviron bayonnais. Clermont face à Castres, toujours à 17h demain, en même temps que Clermont-Castres. Brive-Perpignan, Pau Racing 92, Stade Rochelet contre le Loup Rugby à 21h05 demain soir, Montpellier face à Toulon. Et puis il y aura la rencontre entre le Stade Français Paris et l'Union Bordeaux-Bègles dimanche soir 21h05. Donc toi, ton programme, Florian, c'est Brive-Perpignan, un œil quand même sur Stade Rochelet-Lyon, je suppose. Et puis dimanche, le 6 Nations, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. Et puis, bah, demain soir, un petit tour au cirque avec madame. Il faut quand même, Ah, voilà, c'est un week-end de après repos, la donc chèvrerie, le cirque. voilà, c'est un week-end de repos, donc il faut quand même, prendre du temps. Oui, il faut quand même, évidemment, il y en a pas beaucoup, c'est vrai qu'on en on n'en parle pas souvent, mais on devrait recevoir des femmes de sportifs dans le Nasport Show, parce que les pauvres, j'ai une belle-sœur qui est dans le même cas, c'est pas toujours facile, hein, notamment pour prévoir les vacances, les fenêtres de tir sont peu nombreuses pour les femmes. Ouais, elles sont peu nombreuses, bah oui, parce que surtout que quand il y a un week-end de repos, on sait jamais, ça peut être un week-end de repli où on joue pas, où on n'avait pas joué, où ça a été reporté. Après, il y a les phases finales, il y a tout, donc ouais, c'est pas facile pour les femmes de joueurs, ça c'est sûr, mais après, bon voilà, c'est le sport aussi, hein. Et c'est pas facile non plus pour les maris de joueuses. Évidemment, ça marche dans les deux sens. Dans un instant, on va recevoir dans le Nasport Show Axel Coroller, qui est une pilote de rallycross dans l'équipe Massé Motorsport. Et elle aussi, évidemment, elle est au four au moulin et elle est des fois en déplacement. Donc, vous allez voir cet entretien signé Victor Pérez-Boucheron dans un instant. Flo, tu as aussi évidemment ton match à préparer de Villeneuve-les-Salines face à Pont. Donc, on va te laisser tranquille. Merci beaucoup. On te retrouve la semaine prochaine dans le Nasport Show. Merci Benji, bon week-end. Le Nasport Show revient dans un instant, je l'ai dit, entretien avec la pilote de rallycross Axel Coroller. Et puis il y aura aussi une interview du président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, Saïd Njimi, qui était hier à Périgny, à La Rochelle et à La Jarrie du côté de l'agglomération rochelaise, puisque, vous le savez, il y a des terrains synthétiques qui sont en négociation du côté de la Charente-Maritime avec les conditions météo. Flo, toi aussi, tu t'entraînes des fois sur synthétique, mais c'est de plus en plus nécessaire d'avoir des synthétiques. Ouais, c'est de plus en plus nécessaire parce que oui, il dit qu'il y a un peu de pluie ou voilà, un peu de gel, tout de suite, voilà, les terrains sont préservés, ce qui est normal. Donc oui, sur un synthétique, ils sont jamais fermés, on peut s'entraîner et jouer comme on veut. Allez, le synthétique et le rallye cross, on en parle dans un instant. Ne bougez pas, le Nasport Show, ça continue jusqu'à 21h. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30.
Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour dans le Nasport Show comme tous les vendredis soirs à 20h pour décortiquer l'actualité sportive de la région Nouvelle-Aquitaine. En début d'émission avec notre consultant Florian Bougerolles, on a évoqué toute l'actualité du rugby. Elle est nombreuse cette actualité avec le 15 de France qui entame son tournoi destination ce week-end avec la Pro D2 et notamment un déplacement pour Agen sur le terrain de Grenoble dans quelques instants maintenant. C'est un coup d'envoi qui sera donné à 21h pour cette rencontre de Pro D2. On a évoqué également toute l'actualité du Top 14 avec les rencontres de la 17e journée. Il est grand temps de s'intéresser désormais au football. Et l'actualité du ballon rond, c'est évidemment la Ligue 2 avec les matchs qui vont débuter dans maintenant quelques instants. La 22e journée de Ligue 2, je vous rappelle les affiches concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine avec un derby qui va débuter à 20h45 ce soir entre Pau et Bordeaux. Et puis les Chamois niortais, eux, en grande difficulté au classement. On le rappelle, les Chamois, lanterne rouge de la Ligue 2 qui se déplace sur le terrain de Dijon, toujours ce soir à 20h45, avec un nouvel entraîneur puisque Rui Almeida n'est plus le coach de cette équipe. On débriefera toutes ces rencontres évidemment lundi soir à 19h dans LFNA TV, l'émission incontournable pour les fans de foot en Nouvelle-Aquitaine. LFNA TV, l'émission de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine dont le président Saïd Njimi était en déplacement hier en Charente-Maritime. Saïd Njimi qui était en vadrouille. Il est allé du côté de La Rochelle, également dans l'agglomération avec un détour à Périgny pour rencontrer la maire Marie Ligonière ou encore du côté de La Jarrie. Pourquoi un tel déplacement en Charente-Maritime pour le président de la Ligue de football, Saïd Njimi? Les explications tout de suite avec le principal intéressé au micro de Rémi Savary. Alors ce matin au club de La Rochelle, effectivement cet après-midi à Périgny, tout à l'heure à La Jarrie pour parler d'infrastructure
sujet extrêmement important, de terrain synthétique en particulier pour apporter notre concours, notre soutien aux collectivités territoriales et pour essayer de les soutenir du mieux possible pour leurs projets de construction. Donc ça serait formidable si jamais on pouvait un jour avoir 3 nouveaux terrains synthétiques sur le département de Charente-Maritime. C'est tout l'objet du combat qui est le mien, de manière à développer les infrastructures nécessaires pour l'amélioration qualitative des jeunes joueurs et puis aussi pouvoir accueillir tous les petits footballeurs et toutes les petites footballeuses. Absolument, alors ça c'est un des critères. Il y en a un autre, c'est celui des économies qui sont réalisées quant à l'entretien des terrains. Il y a encore un autre critère que je pourrais citer, c'est celui de l'utilisation, de la praticabilité, avec des heures d'utilisation qui sont beaucoup plus importantes, tout le monde l'aura compris, que sur des terrains classiques en herbe. Bref, une révolution, je pense, absolument indispensable. Je rappelle que la région Nouvelle-Aquitaine, on est bon dernier au niveau du nombre de terrains synthétiques. L'avant-dernier est très loin devant nous, parce qu'on en a une petite centaine, pendant que l'Occitanie en a le double. Alors vous imaginez où se situe Paris et Île-de-France. C'est un des sujets qui est à mettre sur le devant de la scène pour que l'on puisse améliorer encore une fois la praticabilité, vous l'avez dit, mais aussi l'amélioration qualitative de nos jeunes joueurs. La difficulté, on la connaît tous, c'est les financements. Le foot finance, il faut le dire. Nous avons des moyens, tant par l'intermédiaire de la Fédération française de football que par la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, qui par ses résultats financiers, abondent au projet de telle façon à être au soutien des collectivités qui en ce moment, ne l'oublions pas, sont dans la difficulté. Et l'entretien complet avec Saïd Njimi, le président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, où il évoquera notamment le début d'année 2023 et les projets à court et moyen terme. Ce sera à retrouver lundi soir, le rendez-vous habituel, je vous l'ai dit, LFNA TV, 19h, en direct sur notre antenne, mais également sur les réseaux sociaux. Rendez-vous lundi 19h, on parlera foot amateur, on parlera également foot féminin ou encore futsal. Ne ratez pas ce rendez-vous si vous êtes fan de ballon rond. Et puis on termine cette émission du Nasport Show avec notre entretien du jour, un entretien réalisé par Victor Pérez Boucheron, journaliste Namédia, avec Axel Coroller. Elle est pilote de rallye cross dans l'équipe Massé Motorsport. Elle répond au micro de Victor Pérez Boucheron. Bonjour Axel Coroller. Bonjour. Bienvenue ici à la grande terrasse de Châtelaillon, à quelques kilomètres de La Rochelle. Comment se passe votre vie à La Rochelle? Super bien. Pour l'instant, donc, je suis étudiante à La Rochelle à l'IUT. Donc tout va bien. Et puis La Rochelle, c'est une belle ville, donc belle ville étudiante aussi. Donc on profite bien. Et non, c'est vraiment, je suis vraiment hyper contente d'être à La Rochelle. Vous êtes du coup étudiante ici à La Rochelle. On reviendra sur vous un peu plus tard dans l'interview. Vous êtes aussi pilote de rallycross. Parlez-nous un petit peu du rallycross. Le rallycross, c'est une discipline de sport automobile donc, qui se déroule sur circuit entre terre et asphalte et avec différentes catégories. Et moi actuellement je suis en catégorie féminine en Twingo Rallycross. Vous avez commencé au karting un petit peu comme tous les pilotes de course, au mini-kart. Vous avez fait vos preuves durant ces années. Et elle est venue comment cette passion, vous, pour le sport automobile? Principalement mon papa. Et de ma famille en général, passionnée de sport auto. Et donc du coup, forcément, à force d'aller sur les circuits de rallycross par exemple, ou de regarder la F1 à la télé, ça donne envie. Et puis on a eu l'occasion de pouvoir tester un jour et on a continué après, quoi. Ces années karting, vous roulez chez vous en Pays de la Loire, là où vous êtes originaire, vous courez des championnats régionaux, des Coupes de France, et le 6 juillet 2014, au circuit Antoine Hubert d'Angeville, vous vous classez première féminine. Faire son trou auprès des pilotes masculins, est-ce que c'est compliqué? Je pense qu'à cet âge-là, on réalise pas vraiment en fait, que c'est compliqué, parce que moi, je me suis jamais sentie mal par rapport à ça. Certes, il y a eu des réflexions, mais on n'est encore pas assez grand, je pense, pour prendre conscience de ça et de l'impact que ça peut avoir et de la difficulté actuellement qu'il y a pour la femme d'être dans le sport automobile. Justement, au bord des circuits ou même à l'extérieur, vous avez reçu des critiques? Oui, effectivement, oui. Et surtout, moi directement, mais ça a touché également à mes parents. C'était plutôt entre parents d'ailleurs qu'il y avait des critiques. Mais bon, à cet âge-là, on n'est pas encore assez conscient pour en prendre compte. Et vous en faites douter, ces critiques? Non, pas à cette époque-là. Vraiment pas, parce que moi je me sentais bien et
Même si il y avait une majorité d'hommes parce qu'on était vraiment 2 ou 3 filles, moi je me sentais bien quand même. 2014 marque donc la fin de vos années karting. Pourquoi? Ça s'explique pour des raisons de manque de résultats. J'étais pas la plus performante, loin de là. Et par rapport au temps qu'on y consacrait, à l'argent qu'on y consacrait, c'était pas vraiment rentable. Et puis mes parents avaient leur travail aussi. Donc ça prenait beaucoup de temps et on a décidé de s'arrêter là pour peut-être mieux revenir après. De 2014 à 2022, donc vous vous retirez du monde du sport automobile, mais vous gardez toujours un œil dedans? Oui, évidemment. Toujours à continuer à aller au rallycross sur les circuits, la F1, le rallye, tout ça. On y jette toujours un coup d'œil quand on est passionné. Justement, la Formule 1, c'est ma prochaine question. Ça donne envie un jour d'avoir une place dans une monoplace? Ça donne envie, même si c'est compliqué quand même, mais bon, tout est possible. On verra bien selon les opportunités, mais bon, si un jour on pourrait y arriver, ce serait quelque chose quand même d'incroyable. Et imaginons là, à l'heure actuelle, ça peut être un projet où on reste toujours focus sur le rallycross? J'ai pas d'objectif précis, donc je pourrais pas dire si c'est vraiment un objectif, mais ce sera vraiment selon les opportunités. Et ce qui se passe au fur et à mesure des saisons, même de rallycross, si après on a évolué, on est amené à évoluer ou pas, et voilà, donc quoi, on verra bien. On va faire un petit bond dans le temps, de 2014 jusqu'à 2022. Donc vous avez rejoint la Massey Motorsport en octobre. Vous avez fait des tests. Comment ça s'est passé pour rejoindre cette équipe? Très simplement, on a juste réalisé une première journée de test donc sur le circuit de la Varée au Mans, en rallycross avec Massey Motorsport. Et ça s'est très bien déroulé toute la journée et on a compris que voilà, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Et à partir de ce moment-là, on a décidé de caler un week-end de course pour voir ce que ça donnait réellement en course et pas que en entraînement. Et non, très facile d'intégration pour Massey Motorsport. Un projet créé par Antoine Massey en 2020, vous avez quasiment rejoint le projet en fait au tout début. Oui, parce qu'il n'y a eu que 1 ou 2 saisons qui ont été faites d'abord par la team, mais vraiment c'est une team de toute façon qui dès le début a très bien fonctionné et qui fonctionne encore très très bien. Tout est très bien organisé et c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Antoine, c'est un champion de France 2018, donc forcément du savoir et des connaissances qui vous inculquent? Oui, évidemment. Oui. On s'entend très bien avec Antoine et forcément, il a beaucoup de connaissances et c'est vrai que c'est hyper enrichissant de pouvoir travailler avec lui parce qu'on a toujours un point de vue extérieur et il nous aide toujours de toute façon. Donc non, c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui et avec toute l'équipe. Donc vous avez rejoint cette équipe, mais à côté, vous êtes aussi étudiante à l'IUT à La Rochelle. Comment organisez-vous votre emploi du temps entre les entraînements, les courses et les cours? Les entraînements, ils me prennent heureusement qu'une journée, peut-être avant une course, la semaine d'avant. Donc même pour cette journée, j'ai quand même le statut de sportif de haut niveau pour pouvoir avoir des absences justifiées et pouvoir partir sans problème, quoi, et pour rattraper mes cours derrière. Et voilà, ça s'organise plutôt bien. Et même pour les week-ends de course, s'il faut, même le lundi, je peux être tranquille et revenir tranquille. Il vous fait moins culpabiliser ce statut de louper les cours? cours? Oui, évidemment. Chez Massey Motorsport, donc vous portez le numéro 292. Dans le sport automobile, le numéro représente quelque chose. Il représente quoi pour vous? Pour moi, c'était en fait un pur hasard. De base, c'était pas le numéro que je voulais, mais on me l'a attribué. Et avec la première course à Dreux, je me suis dit que c'était pas possible que je change. Et le numéro 2, c'est mon numéro porte-bonheur, donc il y est 2 fois. Donc c'était impossible pour moi de changer. Quel était votre numéro que vous auriez voulu avoir? Je voulais le 261. Pour des raisons, je ne pourrais pas vous dire lesquelles, mais c'était vraiment un numéro qui m'avait fait tilt. Mais en fait, le 292, je pense que c'est celui qui me correspond le mieux. Le week-end du 15 et 16 octobre dernier, vous courez à Dreux la Coupe de France féminine, la toute première course de votre vie en Twingo RX sous cette équipe de Massey Motorsport. Vous terminez 2e. Parlez-nous un petit peu de cette course. Oui, c'était une course inattendue, vraiment inattendue. On est allé là-bas sans objectif précis, mis à part de se faire plaisir. Et moi, le seul objectif que je m'étais mis en tête, c'était d'arriver au moins en demi-finale. Et je me suis étonnée pendant ce week-end-là parce que je ne pensais pas avoir cette mentalité. Mais dès les premiers essais libres le samedi matin, quand j'étais dans les 10 premiers sur 25, ça ne me suffisait pas. Ça ne me suffisait pas et je voulais toujours aller au-dessus, plus vite. Et en fait, tout au long du week-end, ça a été que ça.
Et une fois arrivée en demi-finale, je me suis dit, mais en fait, non, on peut aller encore un peu plus loin. Et même en finale, je me suis dit, on peut encore aller un peu plus loin. Et donc, du coup, c'est pour ça que on a réussi à la décrocher, cette deuxième place, je pense. Quels ont été les conseils que vous ont donnés Antoine? Antoine, il a toujours su comment me motiver. Et il sait très bien que voilà, c'est quelque chose d'important pour moi et que j'y accorde beaucoup d'importance. Et il a su trouver les bons mots pour me motiver, et même en tant que spotter, puisque c'est mon spotter. Dans la voiture, avant le départ sur la grille, on rigole, on décompresse. Il me donne les derniers conseils et après on roule. Et même pendant la course, il est toujours présent pour me motiver et c'est vraiment super de pouvoir l'avoir. Donc spotter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu le stratège dans le sport automobile. Exactement. Vous avez une équipe autour de vous? Oui, donc il y a effectivement donc, mon spotter, mais il y a aussi tous les mécanos derrière. Il y a aussi tous ceux qui s'occupent de la gestion du week-end, que ce soit les repas, tout ça. Et c'est vraiment une grosse team, mais vraiment hyper agréable et c'est un bonheur de travailler avec eux. Vous avez couru donc en fin d'année dernière et vous souhaitez, on le suppose, recourir à plein temps en 2023. Actuellement, vous vous heurtez à un gros problème, le sponsor. Exactement, parce que c'est quand même un sport qui coûte cher, on le sait. Et on essaye de trouver des sponsors pour financer cette saison, puisque pour l'instant, on ne sait pas si on peut faire toutes les courses, parce que c'est un budget très conséquent. Et les sponsors, c'est le minimum qu'on peut essayer de faire, mais beaucoup sont réticents à l'idée d'investir dans le sport automobile. Mais ça reste un projet assez intéressant, ne serait-ce que pour la visibilité et la défiscalisation également par la suite. Vous parlez de budget, vous parlez de chiffres. Elle vous coûte combien une saison de rallycross concrètement? Là, il me faut à peu près 30 000 € pour cette saison. Donc on est loin des 200 000 en Formule 4 ou en Formule 3 quand même. Oui, également. Oui. Non, on est la catégorie la moins chère déjà sur le rallycross, mais aussi sur de nombreuses autres catégories. Donc c'est vrai qu'on peut moins se plaindre qu'en catégorie F4, mais ça reste quand même un budget, quoi. Vous vous heurtez donc à ce problème en début d'année 2023. Il peut vous poser problème à partir de quand? Dès le début de la saison, les premières courses. Et à savoir déjà s'il y a de la casse. S'il y a de la casse, le budget augmentera. Donc dès le début, en fait, on pourra savoir si on pourra faire toutes les courses ou pas. Mais c'est vraiment un problème qui reste très important tout au long de la saison. Il vous reste combien de temps pour récolter ces 30 000 €? Il me reste 3 mois. Quel message avez-vous à faire passer justement auprès de potentielles entreprises ou personnes intéressées qui vous regardent? Que le sponsoring, c'est vraiment une offre très intéressante. Et on ne pense pas comme ça, mais le rallycross, c'est vraiment très connu, très regardé. Cette année, il y a eu plus de 700 000 spectateurs sur YouTube, plus les comptes Rallycross, Rallycross France notamment, où il y a plusieurs milliers d'abonnés. C'est vraiment un bon message qu'on peut faire véhiculer, et c'est pas uniquement du sport automobile, voilà. C'est vraiment une passion et c'est quelque chose qui fait vraiment envie. Et pour les entreprises qui sponsorisent, ça peut être vraiment un projet très intéressant. Et même pour nous, pour réussir à nous faire ce plaisir-là. Que diriez-vous à la petite fille que vous y étiez il y a une dizaine d'années? Que tout est possible. Que tout est possible. Il y a 10 ans, j'aurais jamais pensé pouvoir faire ce que j'ai fait à Dreux. Et j'avais pas du tout cette mentalité-là de gagner, d'essayer d'aller au plus haut. Et que tout change, tout est possible et que tout est réalisable. Je conclue toujours les entretiens comme ça. On fait un bond dans le temps. Où vous voyez-vous dans 5, 10 ans, 15 ans? Je me vois plus arrêter le sport auto. Donc je me vois toujours continuer à piloter si j'en ai les moyens et si j'en ai le temps. Mais soit en rallycross ou peut-être dans d'autres catégories si on a des opportunités. Merci beaucoup Axel Coroller, pilote de rallycross en recherche de sponsors pour continuer à rouler en 2023. On retrouve aussi vos actualités sur votre page Instagram, axel.coroller.rx. Exactement. Merci, à bientôt. Merci. C'était l'entretien du jour avec Axel Coroller, qui est pilote rallycross dans l'équipe Massey Motorsport, et on la remercie encore de son intervention dans le Nasport Show. Si vous voulez l'aider par l'intermédiaire du sponsoring, n'hésitez pas à nous contacter. On fera suivre vos différents messages directement à Axel
Coroller, le Nasport Show, c'est désormais terminé. On vous remercie pour votre fidélité. Si vous avez manqué une partie de l'émission, elle sera très vite disponible sur notre site internet na.media. Merci à Paul Maison-Regnault à la réalisation de cette émission, assisté par Kylian Lavaux en régie. Je vous souhaite un très bon week-end de sport. Régalez-vous et on se retrouve lundi sur NATV, notamment LFNA TV à 19h. Bon week-end à tous.